Donc merci beaucoup à tous d'être venus nombreux pour assister par téléphone à la présentation des résultats de BASTAC pour l'année 2019 en cette période particulière. On espère qu'on aura rapidement le loisir de revoir chacun d'entre vous. On commencera par un déroulé absolument classique auquel vous êtes tous familiers. Je commencerai par une introduction et un rappel de quelques chiffres historiques. Évidemment, je dirai un mot sur les conséquences de la pandémie actuelle sur notre activité en France, en Allemagne et en Espagne. Et ensuite, Fabrice présentera les performances opérationnelles des nouveaux constructeurs dans ces différents marchés. Et j'apporterai ma contribution pour ce qui est de l'entreprise et de l'étranger. Et Paul-Antoine prendra le relais pour la présentation de la performance financière. Comme nous ne sommes pas tous ensemble, on a plutôt privilégié le fait de faire une présentation magistrale au départ et ensuite d'ouvrir les questions. Mais si quelqu'un a une question au milieu de la conversation, il n'y a évidemment aucun problème pour nous interrompre. Donc on commence par la page 2, donc de déroulé. Ensuite la page 3 d'introduction. Là vous voyez les premières esquisses de notre très beau projet emblématique de Brunzo, gagné avec deux de nos confrères, Ika Benexiti et puis Ager et Estate, notre partenaire investisseur habituel, je dirais. Pour information, on a signé la promesse avec l'aménageur dimanche, juste avant les élections municipales. Samedi, pardon. Puisque c'était samedi matin à 6h30 du matin, donc c'est encore tout à l'honneur de nos équipes en plein début de pandémie. La réorganisation juridique qui vous est présentée page 4, certains d'entre vous sont déjà très familiers, mais je voulais en dire un mot rapide. Historiquement, donc au moment où on a acheté la participation de 60% dans Marignan, la société TET et cotée s'appelle donc en 9 en 2018 les nouveaux constructeurs, et ça crée quelques petites difficultés entre les deux sociétés, puisque on avait une société concurrente qui était maison mère de son concurrent dans le même secteur. Et donc ça nous crée quelques petites difficultés en matière de développement, en matière de clarté des relations d'indépendance entre les deux sociétés, qu'on a voulu clarifier et simplifier en faisant évoluer l'organigramme juridique. C'est la raison pour laquelle on a changé la dénomination sociale de la société cotée qui publie les comptes et dont on présente les résultats aujourd'hui. Et on a filialisé l'activité de prestation de services qui était dans cette société cotée pour créer une entité qui réalise toutes les missions de promotion sous la marque Les Nouveaux Constructeurs. Et donc aujourd'hui, Les Nouveaux Constructeurs et Marignan, comme vous voyez dans le bas de la page 4, Les Nouveaux Constructeurs et Marignan sont sœurs, indépendantes, à côté l'une de l'autre, et avec des gouvernances qui sont strictement différenciées. Les autres sociétés dont nous sommes actionnaires, vous les connaissez pour certaines d'entre elles. Évidemment, sur la droite de la page, on a Premier España, notre filiale en Espagne, Concept Bao, notre filiale à Munich, qui font tous les deux le même métier que les nouveaux constructeurs. Et puis ZAP, c'est notre activité de préfabrication de garage. Les deux petites nouvelles françaises au centre de la page, mais qui sont anecdotiques comparées à l'ensemble de nos opérations, sont Main Street, qui est la détention de commerce de pieds d'immeubles, et Quartz, qui nous sommes actionnaires de référence aux côtés des fondateurs de cette activité de commerce. Page 5, le nom BASTAC, puisqu'on a choisi donc de changer le nom de la société. L'origine est familiale, c'est le nom d'une abbaye bénédictine millénaire de Charente, qui est liée à l'histoire de nos grands-parents et oncles. Et donc on a trouvé sympathique d'utiliser un terme qui puisse se prononcer dans pas mal de langues, qui soit simple et puis qui soit évidemment gratuit, puisque le rebranding nous a coûté je crois, le prix d'une tablette de chocolat, donc c'est assez raisonnable, puisque par ailleurs on a fait le logo en interne avec une police du digital. Donc vous ne serez pas surpris par des budgets exceptionnels de ce côté-là. Ensuite, on a les page 5, on a repris 2 décennies d'histoire avec Paul-Antoine.
parce qu'il nous semblait important, comme c'est quand même une naissance entre guillemets pour la société Basac, même si ça n'est qu'un changement d'animation, il nous semblait important de refaire un zoom arrière sur plusieurs décennies d'histoire, où vous voyez l'évolution tout à fait saine de notre activité à la fois en chiffre d'affaires et puis en résultat opérationnel, avec une évolution assez profonde qu'on voit moins à travers les purs chiffres, mais une évolution assez profonde aussi de notre modèle d'affaires, puisque évidemment aujourd'hui vous avez une partie de cette activité, une partie importante de cette activité qui vient de l'étranger, et une partie significative aussi qui vient de l'immobilier entreprise, enfin significative, une dizaine de pourcents disons. Donc ça c'est pour la page 6. Évidemment, je serai à votre disposition pour répondre à vos demandes et questions à la fin de cette présentation sur ces chiffres historiques. Page 7, on a repris aussi l'évolution historique de nos fonds propres. Alors évidemment, vous avez une évolution très forte en 2006, c'est parce que c'est l'année de l'introduction en bourse de la société, donc on a eu un renforcement des fonds propres, parce que c'était une pure augmentation de capital. Vous voyez une évolution négative en 2008, puisqu'on avait réalisé des pertes en Espagne. La société était restée parfaitement profitable en France, mais elle avait réalisé des pertes en Espagne, notamment sur des terrains qui avaient dû être gelés à l'époque de la crise financière et immobilière espagnole de 2008. Et ensuite une belle progression de nos fonds propres depuis cette période, sachant que depuis l'introduction en bourse de 2006, nous avons commencé à payer des dividendes. On a commencé par 65 000 euros et on était à 2,50 € depuis quelques années. Donc il faut bien comprendre que l'évolution de ces fonds propres aurait été encore plus rapide si jamais nous n'avions pas distribué de dividendes. Donc on a déjà une évolution qui est assez belle, puisque vous voyez qu'on passe de 173 millions d'euros en 2008 à 495 cette année, et tout ça en distribuant une quarantaine de millions d'euros de dividendes au cours des années récentes. Parce que je crois que la première distribution de ce type était en 2016. Avec toujours Donc ça, c'est un point. avec zéro incorporel dans ses fonds propres. Et contribution tout à fait importante de Paul Antoine, une caractéristique de Bassac et anciennement les nouveaux constructeurs, c'est que nous n'avons absolument pas d'incorporel au bilan, à l'actif. Je crois qu'on a 79 000 euros pour Antoine, si je ne me trompe pas, il doit y avoir quelques logiciels, des choses comme ça, donc c'est vraiment absolument anecdotique. Pas de marque, pas d'écart d'acquisition, évidemment pas de brevet dans notre industrie pour l'instant. Et donc ces fonds propres financent des actifs tangibles durs, puisque c'est essentiellement des stocks et des créances clients sécurisés par des financements notaires et de la trésorerie. Donc ça nous donne évidemment une très bonne confiance pour l'avenir. Page 8. Bassac en 2019, donc les résultats les plus importants, les chiffres les plus importants. Une première chose, c'est on a encore connu une progression de nos ventes en 2019 avec une augmentation de 9% comparé à 2018, ce qui reflète l'évolution importante qu'on avait connue du portefeuille foncier, qui a fini par se transformer dans les semestres récents. Et donc, même si cette transformation s'est ralentie en raison de la proximité des élections municipales, on a néanmoins encore connu une augmentation de ventes, puisqu'il y a eu une très forte augmentation du nombre de lancements commerciaux et du nombre de la quantité d'offres à la vente, compte tenu des très bons résultats de développement des années 2012 à 2017. Chiffre d'affaires en hausse, donc ça vous l'avez déjà constaté puisqu'on avait publié en janvier l'activité, donc avec plus 16% de chiffre d'affaires, toujours là on est à périmètre constant, et c'est essentiellement lié, je vous disais, à l'augmentation de l'activité liée à la transformation du portefeuille. Un niveau de marge opérationnelle qui est encore très satisfaisant, puisqu'on est à 7,2% de 18,4%. Il y a des effets d'une certaine amplitude, d'une certaine volatilité annuelle, parce que notamment la rentabilité à l'étranger, elle dépend du programme de livraison de l'année. Si jamais vous livrez un programme particulièrement rentable à Munich une année, vous pouvez booster la rentabilité opérationnelle de cette année de façon très forte.
Et par ailleurs, nos activités françaises ont été très rentables pendant l'année 2018, liées au cumul en fait d'un environnement commercial assez favorable et de signatures de travaux qui ont lieu dans les années 2015-2016, qui étaient dans des contextes tout à fait favorables. Le résultat net qu'on a réussi à maintenir à peu près stable pour l'année, qui passe de 98 à 97 millions d'euros, donc avec là aussi une performance tout à fait solide, sachant que pour les mêmes raisons, ce résultat net, il peut être assez volatile en Allemagne et en Espagne, puisqu'il dépend aussi du programme de livraison. Parce que je rappelle à tout le monde qu'en Allemagne et en Espagne, nous reconnaissons le chiffre d'affaires et le profit à la livraison et non pas à l'avancement comme en France. Et peut-être la très bonne nouvelle ou la meilleure nouvelle de l'année, qui est la baisse très sensible de l'endettement net, qui était déjà tout à fait maîtrisé et raisonnable au début d'année, puisqu'on était à 50% de fonds propres tangibles. Mais on l'a baissé de façon vraiment très sensible notamment pendant la deuxième partie de l'année, en étant un tout petit peu plus vigilant sur les enquêtements clients, sur la rapidité de transformation des opérations, et puis évidemment en achetant un petit peu moins de terrain que prévu en raison de l'allègement de certaines opérations dans le cadre des élections municipales qui arrivaient en mars. Donc ça, c'est évidemment aussi un contributeur de la baisse du BFR et donc de la baisse de l'endettement. Mais néanmoins, on n'a pas une contribution forte de la part de nos clients et de la baisse des stocks. Les indicateurs avancés d'activité sont tout à fait satisfaisants. On a 1,5 milliard de carnet de commandes quasiment pour 976 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça nous donne à peu près 10 millions de bonne visibilité et un portefeuille foncier d'une vingtaine de milliers de logements qui donne aussi une excellente visibilité. Vous avez vu qu'on a fait un peu plus de 4000 ventes, donc c'est quasiment 30 ans d'activité devant nous en portefeuille foncier, notamment une bonne performance en développement l'an dernier. Face à la page 9, Batak toujours en 2019, l'investissement dans Marignan, alors qui date de novembre 2018, une participation de 60% aux côtés d'un fonds d'investissement anglais à Airmont Capital qui a pris 40%. Notre contrôle est conjoint avec des droits assez étendus d'Airmont, qui explique pourquoi est-ce que la participation dans Marignan n'est pas consolidée mais mise en équivalence. Et ça se fait malgré les difficultés récentes rencontrées, ça se fait vraiment avec un niveau de confiance et une qualité de collaboration avec Airmont qui est rare. Les deux sociétés, comme j'expliquais dans le cadre de la réorganisation juridique, restent strictement indépendantes et concurrentes. On a déjà eu pas mal de cas de figure qui se faisaient l'un en face de l'autre, et évidemment zéro coordination avec des gouvernances de sociétés qui sont strictement séparées. Pour les rappeler rapidement, Fabrice, qui est au téléphone avec nous, Déret, est président directeur général de Les Nouveaux Constructeurs, et Ronan Arvez, qui est en charge du développement Île-de-France en particulier, et directeur général délégué. Évidemment, Paul-Antoine est directeur financier de Les Nouveaux Constructeurs en plus de Batak. Et côté Marignan, on a Stéphane Cardarelli qui est directeur général délégué, plus opérationnel et que Ronan un peu moins développement, c'est plus un rôle du directeur général. Et Emmanuel Thomas qui est président de la société. Emmanuel, ce que certains d'entre vous ont croisé, puisqu'il était auparavant patron de l'activité de préfabrication de garage Zap, et il restera par ailleurs mandataire social de l'activité de promotion immobilière à Munich. Donc Emmanuel Thomas, président de la société Marignan, et puis évidemment Frédéric Hermeneux, que beaucoup d'entre vous connaissent, directeur financier de Marignan. La première année de Marignan a été, on peut la qualifier de contrastée. Vous savez qu'on n'est pas des fanats de pas dire les choses quand elles se passent pas aussi bien que prévu. Et donc de façon transparente, les réservations ont baissé comparé à ce qu'on avait anticipé. On a dû faire évoluer la gouvernance, notamment en raison de cette contre-performance opérationnelle, avec des niveaux de rythme qui étaient un peu plus faibles que ce qu'on aurait souhaité.
un chiffre d'affaires qui s'est relativement bien maintenu à 550 millions d'euros, mais en revanche un niveau de marge opérationnelle là qui est conforme à la performance passée de la société qu'on n'a pas encore amélioré, qui est de l'ordre de 4%, et qui tient au fait que même si jamais on peut apporter dans les années qui viennent, on a apporté récemment des améliorations opérationnelles à la façon de fonctionner la société. Comme tous les autres promoteurs, Marignan a dû faire face à des évolutions négatives des coûts de travaux, dont nous-mêmes et nos concurrents avons également été victimes. Donc en gros, on a à peu près compensé ces évolutions défavorables des coûts de travaux et puis cette tension maintenue sur les coûts du foncier. En revanche, comme pour les nouveaux constructeurs, il y a eu une baisse très très sensible de la dette nette, qui vient du fait qu'il y avait une gestion quasi inexistante du besoin de fonctionnement de la société à l'époque où elle était détenue par une institution bancaire hollandaise. Cette institution n'avait aucun problème à délivrer des capitaux sans poser de questions, je dirais, à la société. Donc en faisant un petit peu plus attention aux écoulements, à la constitution de réserves foncières, aux encaissements clients et autres, eh bien, il y a eu une amélioration très rapide du BFR qui a déjà contribué une bonne part à l'amortissement plutôt à la réalisation du prix de la société. Donc ça, c'est quelque chose dont on est tout à fait content. Et par ailleurs, Paul Antoine, pour en dire un mot, on a choisi la méthode la plus prudente pour l'intégration comptable de Marignan, et qui évidemment a des impacts négatifs sur nos résultats financiers pour l'année 2018 et 2019. Et donc, mais c'est ce qui nous semblait le plus conservateur, et de nature à refléter le mieux possible la réalité économique en étant prudent. Paul Antoine, tu veux en dire un mot? Je reparlerai tout à l'heure avec les comptes sur l'origine de la performance de Marignan et puis la façon dont ça arrive après, chez Batac. Parfait. Très bien. Et dernière page pour ce qui me concerne. Après, je passerai la parole à Fabrice. Donc, évidemment, la page 10 que vous attendez sans doute tous avec impatience, ce sont les impacts de la pandémie sur notre activité ou nos activités. D'abord, dans toutes les géographies où on est présent, la population est confinée ou quasi confinée, puisque évidemment la population est confinée en Espagne et en Allemagne, pardon, en France. Elle ne l'est pas strictement en Bavière, puisque les commerces sont ouverts et on a une certaine liberté de circulation, mais avec une très forte baisse de la circulation et une très forte attention de la part des Bavarois sur le fait de respecter les consignes. Mais le confinement est moins drastique, je dirais, en Bavière. Et d'ailleurs, pour l'instant, nos chantiers continuent à un rythme un petit peu ralenti, mais néanmoins, les chantiers continuent en Bavière. Et on a une trentaine de livraisons en cours dans un programme à Germering qui auront cours, notamment dans les prochaines semaines. Alors, en premier lieu, l'impact sur l'activité commerciale. Vous pouvez l'imaginer en tant que citoyen, c'est un contexte dans lequel les gens ont plus de mal à se projeter à l'avenir. Donc, il y a un certain attentisme et une certaine inquiétude qui n'est pas de nature à encourager les gens à acheter des appartements, demain matin. On a réussi à faire quelques ventes à distance, notamment, Fabrice pourra en dire un mot. Je crois 29 programmes qui s'y prêtent, la totalité de nos programmes de commercialisation ne s'y prête pas encore, puisque on doit installer un logiciel spécifique pour pouvoir le faire. On a des études notariales qui ne peuvent pas pour l'instant réitérer les ventes. J'ai eu notre directrice juridique hier au téléphone. Donc pour des raisons juridiques, il n'y a pas de réitération des ventes à distance. Il faut que le notaire puisse avoir un conseiller en face de lui pour reconnaître son identité. Et puis plus généralement, on a une baisse de contact que après ce contrat, et qui est liée évidemment à une certaine psychose dans la population. Vous l'avez lu, la plupart des chantiers, 90% des chantiers en France se sont arrêtés
au début de la crise. Il y a maintenant des discussions très avancées avec le gouvernement pour que les chantiers reprennent. Ce ne sera pas immédiat. Et là aussi, Fabrice va en dire un mot. Il s'agit de faire intervenir des centaines de parties prenantes pour que les chantiers repartent. Et puis par ailleurs, si jamais les mesures de financement d'économie du gouvernement n'étaient pas totalement efficaces, évidemment on a un risque que les sites de construction ne soient pas en pleine forme après ou pendant la crise. Pendant cette période, vous pouvez l'imaginer, on a notre avancement de chantier, avancement technique, qui est en très très fort ralentissement, voire 0% pour ce qui est de la France. Et donc mécaniquement, on ne reconnaît pas de chiffre d'affaires si jamais il n'y a pas d'avancement technique. Donc ça veut dire que pendant cette période de glaciation, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Alors l'avantage de notre métier, si vous voulez, c'est que l'essentiel de nos coûts sont variables, parce que l'essentiel de nos coûts, ce sont les coûts de construction, les coûts de foncier et les coûts et les honoraires du prestataire extérieur, qui évidemment s'arrêtent lorsque le chantier s'arrête. Les seuls coûts que nous subissons pendant cette période de glaciation, mais c'est déjà pas mal, ce sont nos programmes. Et évidemment, dans cette période, l'hypothèse qu'on a prise, c'est plutôt que on aurait à décaisser pour nos fournisseurs et qu'on n'aurait pas beaucoup d'encaissement pour nos clients. Fabrice pourra le commenter aussi. Pour l'instant, on encaisse un peu de la part de nos clients, mais c'est sûr que ça a pour impact d'augmenter légèrement notre BFR pendant cette période à nouveau de glaciation. Évidemment, comme n'importe quelle société en France, on a pris des mesures de sécurité, même en anticipant sur ce qui était demandé par le gouvernement. On a pris des mesures de sécurité pour nos collaborateurs et pour nos partenaires de construction dès qu'on en a. Et puis enfin, un point très important pour vous tous, on a fini l'année dernière, l'année d'avant, je crois, avec 115 millions d'euros de trésorerie en 2018. Et on a fini l'année dernière lié aux mécanismes de baisse de BFA que j'ai décrit, avec 220 millions d'euros de trésorerie, plus une ligne de et donc, ça nous donne une très forte visibilité. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, en période de gel, finalement, les seuls déplacements qu'on aura, ce seront nos frais numéros. Et avec 220 millions de trésorerie plus la action du banquier, on espère pas, on passera pour la France, mais on peut dire des périodes vraiment très très très. Donc, ça n'est évidemment pas notre scénario central, mais néanmoins, ça nous donne une visibilité totale. Voilà pour ma part. Évidemment, je reprendrai la parole un peu plus tard. Je laisse maintenant la parole à Fabrice sur cette très très belle image du Prado pour commenter notre activité France. Bonjour à tous. Il y a une personne qui souffle un petit peu, qui reste pas vigilant parce que ça gêne, à mon avis, la compréhension de ce qui est dit. Donc ça, c'est la première chose. Juste une précision pour rester avant de passer au Prado et à l'activité sur les conséquences de la pandémie. Et pour préciser ce que vient de dire Moïse, en ce qui concerne le commercial, nos bureaux de vente ont été fermés donc depuis le samedi, donc précisément depuis le dimanche 15 mars au matin. Donc on a pris une décision assez rapide de fermer nos bureaux de vente, tout en maintenant une force de vente basée à domicile en télétravail, c'est-à-dire la vente debout en particulier, la vente prescripteur et également l'encadrement commercial, qui permet de garder le contact avec nos clients, de traiter les contacts même sur les pays de baisse, et puis de suivre les appels de fonds, de gérer aussi des sujets de fonds pour la reprise ultérieure. De façon concrète, aujourd'hui on a 20% de la force de vente qui est maintenue. Voilà. Et effectivement, on avait juste avant la crise de la pandémie mis en place un projet de dématérialisation des contrats de réservation en interne. Le projet qui à l'époque, ils ont été à 5 contrats de réservation, donc on a renforcé de façon très rapide ce projet. 5 programmes. Et donc, avec l'idée d'être d'ici ce jeudi à 29 programmes en Ile-de-France et ensuite 5 programmes par jour en province. Et de façon concrète, les contacts, pour vous donner une idée, on était en semaine 11 à 1855 contacts, en semaine 12 à 1322, donc ils n'ont pas tant baissé que ça.
une baisse de 30%. Par contre, effectivement, les rendez-vous ont chuté et les réservations également. Elles ont chuté, mais pour la première semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, donc, elles ne sont pas mieux puisqu'on a fait 18 réservations comparé à 56 la semaine précédente, la semaine 11, juste avant la pandémie. Voilà, donc on suit également avec attention les désistements. Là, pour l'instant, il y a 13 désistements sur la semaine 12, mais on a pas mal de clients qui effectivement se posent des questions. Ça, c'est pour la vente. Pour la production, pour compléter ce que vient de dire Moïse, donc c'est vrai qu'après avoir une période de manque de clarté, de consignes peut-être assez imprécises ou voire contradictoires des pouvoirs publics, on a décidé là aussi d'arrêter nos chantiers lundi 16, sauf exception, sauf exception des entreprises. Donc on avait une position qui était pragmatique, qui était liée au fait qu'il n'y avait plus de SPS, plus de maître d'œuvre, plus personne, plus d'entreprises présentes, que les matériaux n'étaient pas alimentés, et puis la volonté de maintenir aussi de sécuriser les collaborateurs et nos partenaires. Donc là aujourd'hui on est en attente de consignes de définition plus claires, des consignes définitives et des définitions plus claires du gouvernement. On devrait avoir d'ici aujourd'hui ou demain pour fixer les conditions d'une reprise avec des conditions sanitaires satisfaisantes, sachant que ce sera très compliqué visiblement. Hein. Mais bon, on suivra les consignes tout en sachant que ça risque d'être long. Sachant que dès hier, là aussi, on a essayé d'anticiper les demandes avec des courriers à nos entreprises, leur demandant de transmettre leur TPS-PS, les avis favorables SPS, les mesures à prendre au niveau des PGC, etc., pour attaque, cantonnement. Donc on essaie de mettre déjà les entreprises en marche pour se préparer, parce que ça va être assez compliqué. Et pour compléter ce que disait Moïse concernant l'aspect trésorerie qu'on placera probablement Paul Antoine, on a mené effectivement 2 actions très rapides dès lundi, qui étaient de relancer les appels de fonds envoyés mais non payés, donc les appels de fonds qui étaient en cours ou en retard, notamment en identifiant les gros appels de fonds auprès des bailleurs, et on a réussi, et en appelant individuellement chaque client de façon avec tact, parce qu'en tout cas on a essayé. Donc là on a fixé des listes pour pouvoir récupérer 1 à 2 millions par jour ces derniers jours. Et puis on a également fait des attestations in fine, on a raqué les comptes tiroirs, des attestations qui n'étaient pas encore réalisées juste avant le déclenchement de l'appel de fonds. Je vous donne un exemple, à Bussy Saint-Georges par exemple, le bâtiment avec un appel de fonds de 2,4 millions, voilà. Donc on a vraiment été au maximum de ce qu'on pouvait faire. Voilà, en ce qui concerne les sujets des appels de fonds. Alors, un mot pour terminer, peut-être le plus important, même si c'est le fort niveau d'engagement des collaborateurs nouveaux constructeurs dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une communication exceptionnelle et incroyable entre tous les collaborateurs et tous les jours, non seulement des groupes WhatsApp, non seulement des communications en one-to-one, etc., mais également des objectifs qui sont fixés aux uns et aux autres par les différents chefs de service. Et donc avec également un impact, une forte mobilisation du service du siège, trésorerie, comptabilité, juridique, ressources humaines, et puis également des équipes opérationnelles. Donc ça c'est vraiment assez incroyable et on essaye de continuer à communiquer également nous avec eux tous les jours. Voilà, alors ce que je vous propose, mon ordinateur, pendant que je parlais, il faut que je remette mon code. Je vais passer, voilà, désolé. Donc je passe à l'activité, même si on va peut-être aller vite. Donc l'activité, même si ça s'est un peu réchauffé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc signature en 2019 de 3693 réservations, donc une progression de novembre de 2%, mais il parlait de 9%. 9% c'était Batac. Les nouveaux constructeurs ont progressé donc de 2% par rapport à 2018. Hausse qui se concentre sur les ventes au détail, hein, donc c'est positif puisque la hausse de 2% elle se décompose à plus 5% en détail et moins 10% en vente en bloc avec un volume moindre. Donc cette augmentation des ventes de 2% des nouveaux constructeurs, elle se compare par rapport à une baisse des ventes du marché de 3,3%. Et comme vous le savez, la baisse des ventes du marché, elle est liée à une baisse des mises en vente de 14% sur le marché.
et donc de l'offre à la vente, hein, conséquence de la forte baisse de délivrance des permis de construire avant les élections municipales, qui a priori était de moins de 22% sur 2 ans. Donc, concernant l'offre des nouveaux constructeurs, après avoir une progression en 2018, on était sur une progression continue ces dernières années. On a eu un point haut au tout début 2019, l'année 2019 a été marquée par un repli de l'offre commerciale, un repli de 25% de l'offre même, à fin décembre 2019. Fin décembre 2019 par rapport à fin décembre 2018, un repli de l'offre de 25%, qui s'explique par la baisse des mises en vente dans le courant de l'année 2019. Pour vous donner un chiffre, on a fait 36 mises en vente en 2019 pour 63 en 2018. Donc très forte baisse des mises en vente. On voit à l'écran un programme qui est le programme de Saint-Ouen-le-Môme, qui illustre les mises en vente reportées ou annulées. Et dans ce cas précis, c'est assez incroyable puisque c'est une consultation municipale qui a été gagnée et qui a fait l'objet au courant de l'année d'un retour en arrière de la ville pour finalement renoncer complètement au projet. Voilà, donc une année marquée par la baisse des mises en vente et de l'offre en fin d'année, mais qui est marquée également par une demande qui reste à un niveau élevé, comme le reste du marché, avec des rythmes d'écoulement stables, même si les dynamiques de marché sont différentes en région. On avait une progression des ventes en Ile-de-France de 18%, une baisse des ventes en région de 25%. Donc, une augmentation moyenne de 2% parce que l'Île-de-France pèse plus. Voilà, donc augmentation qui est néanmoins variable selon la région. Voilà, donc néanmoins bonne performance commerciale en moyenne. Ça a été réalisé avec 143 programmes. 143 programmes, je listais là les 5 programmes qui ont généré le plus de réservations pour vous donner une petite idée concrète. Justi 99 réservations, Gare de Gonesse 67, Vers-sur-Marne 67, Percy 64, Chérif 59. Donc vous voyez, c'était pour vous donner une idée sur les 143 programmes, des programmes qui ont généré le plus de ventes, et tous ces programmes se situent comme par hasard d'ailleurs en Ile-de-France. Et pas forcément par contre dans les communes les plus huppées. On voit Gare, Pierrefitte ou même Vers, qui sont en primo-accession, ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec la page suivante, qui est la page 13, répartition des ventes au détail et utilisateurs et investisseurs. On voit ici d'ailleurs l'exemple de Pierrefitte, dont je viens de vous parler, c'est avec 99 ventes en résidence principale. Donc cet exemple de Pierrefitte, dont on a posé la première pierre récemment, ça illustre la proportion soutenue d'acquéreurs utilisateurs en résidence principale, de façon plus générale, avec une progression de 12%, alors qu'au contraire, on a une petite baisse des ventes investisseurs. On est à 35% d'investisseurs, assez inférieur à la part de vente du marché, qui est de 49% sur 2019, on raisonne sur l'ensemble du marché, lié à notre mode de distribution qui est tourné en grande majorité vers la vente en bureau de vente. D'ailleurs, cet exemple de Pierrefitte, ça illustre aussi la difficulté à sortir des affaires. Je parlais des 36 mises en vente versus 60 et quelques. Pour ceux qui connaissent la National 1, c'est l'ancien site de Darty, et qui a été horriblement long à sortir, puisqu'on a signé ce programme en 2014. Après avoir signé, c'était très compliqué de remembrer, ensuite d'évincer le locataire, ensuite on a eu un refus de permis de construire, un refus de préfecture des agréments, ensuite on a eu des recours, bref, on en parlait dans la pause de préliminaire, une grosse ténacité de différentes équipes pour arriver à sortir ce programme qui au final va être très profitable. Voilà, on peut passer à la page suivante, qui est la page 14, donc avec l'activité développement. Donc là, dans un contexte préélectoral qui a été vraiment très 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 pénalisant pour obtenir le permis de construire, on a une liste très longue de permis de construire refusés, donc c'est parfois difficile à obtenir, parfois obtenu avec des fortes baisses de densité, mais aussi refus de permis de construire. Je vous donne des exemples: Morsan-sur-Orge, Morsan, Chaville, Maison-Alfort, Chantilly, Saint-Ouen-le-Môme dont je vous ai parlé, Bussy, Linas, etc., etc. Donc beaucoup de permis de construire refusés ou avec constructibilité restreinte également. Et donc pour faire face à cette situation, on a intensifié encore davantage nos efforts en développement. Et ça a porté ses fruits, puisqu'on a signé en 2019 une belle année aussi en développement avec 7790 logements signés en brut. Donc 7790 logements, c'est une augmentation de 38% en brut. Et 5231 logements en net, une augmentation de 59%. Donc cette activité soutenue en développement avec des niveaux de marge qui est néanmoins plus serrés,
nous permet d'avoir un portefeuille foncier de 17 710 logements, donc un beau portefeuille foncier pour les prochaines années. Et là, on voit le programme à l'écran d'Ivry, c'est un beau programme, une belle maîtrise foncière signée en 2019, 269 équivalents logements. Et là aussi, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un programme qui a été situé en ZAC avec l'accord de l'aménageur avec qui on a signé avec la ville. Et ben même sur ce programme, alors qu'on s'apprêtait à déposer le permis, l'aménageur nous a fait savoir que le nouvel urbanisme a été désigné et le projet qui devait être lancé a été reporté. Donc même en ZAC, c'est compliqué. Voilà pour voilà. Alors donc les tendances du marché, les tendances du marché. Alors là, on peut dire que c'est une nouvelle donne. Donc jusqu'à cette nouvelle donne, la demande restait soutenue. Même si on constatait une petite baisse de rythme au début d'année, mais qui n'était pas inquiétante, qui était plutôt liée au fait que notre offre avait baissé, qu'on était plus restrictif et qu'on était plus exigeant encore. Voilà, l'insuffisance de l'offre commerciale en France a encore exercé une tension sur les prix de vente qui ont augmenté de 5% en 2019 et 6,5% en 2019. Donc ça continue à augmenter. Sur certains programmes, les prix sont au taquet, d'ailleurs ça bloque sur certains programmes. Même si nous, on n'a pas de programme à l'arrêt, tous les programmes nouveaux constructeurs fonctionnent. Donc on voit que c'est vrai. Et d'ailleurs, comme vous savez, la Banque de France a récemment fixé début février de nouvelles contraintes, en particulier le taux d'endettement à ne pas dépasser, y compris assurance, c'est les 33% y compris assurance, et ces contraintes ont un impact significatif sur la solvabilité des ménages qu'on a calculé en moyenne à 12 000 euros par logement. Avec le même salaire, le client achète un bien d'une valeur inférieure de 12 000 euros en gros. Donc un peu plus compliqué, avec des prix qui augmentent, et donc une solvabilité qui elle se restreint, mais néanmoins toujours une très très forte attente. Donc ça, de toute façon, avec ce qui se passe aujourd'hui, on va s'adapter à la future reprise. Voilà. Concernant l'immobilier entreprise, je sais pas, Maurice, tu veux poursuivre sur l'immobilier entreprise? Allô? Ouais, excuse-moi, Fabrice, je m'étais mis en mute. Ah d'accord. Oui, Ouais. je vais prendre les... D'accord. Donc l'immobilier entreprise, alors c'est pas complètement logique que je prenne le relais, alors juste Fabrice, parce que maintenant Fabrice et Renan... alors vas-y, tu le Comme tu veux. Comme tu veux. Donc l'immobilier entreprise, alors l'immobilier entreprise, on a été assez prudent ces dernières années. Donc c'est vrai que avec finalement une faible proportion de notre activité en immobilier entreprise, notre chiffre d'affaires en immobilier entreprise 2019 était 23 millions, ça représente moins de 4% du chiffre d'affaires à niveau secteur. Mais on a néanmoins un certain nombre de projets à venir à différents stades d'avancement, que vous voyez sur la slide numéro 15. Donc le 15 à Champs-sur-Marne qu'on vient de livrer à l'URSSAF, 8 mètres carrés. La deuxième tranche du 15, 4400 mètres carrés dont les travaux seront lancés en juillet, et qui est réservé pour le futur siège de l'État-Marne. Et puis parallèlement à ça, plusieurs projets en cours de travaux. Bordeaux, dont on avait déjà parlé, de CPI à Paris, le programme Jazz HSI. On avait signé dans le cadre d'un accord global avec les 330 logements de série dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a fait très bien. Les bureaux se commercialisent d'ailleurs au détail, correctement également, finalement. Voilà, et puis plusieurs projets aussi en développement pour un potentiel important de 325 millions d'euros dans les projets sous maîtrisés. Donc projet à Champs-sur-Marne, 25 000 mètres carrés. 25 000 mètres carrés à Champs-sur-Marne dont le PC est obtenu, et on a des contacts preneurs en cours. Et puis également un beau projet au Aubervilliers. Là, il n'y a pas la surface, mais c'est 33 000 mètres carrés. Là aussi, la première tranche du PC est obtenue. Le projet de Brunzo dont moi j'ai parlé, puis également le projet d'Ivry que j'ai montré tout à l'heure, qui est en logement mais également en partie en bureau, avec un investisseur identifié. Voilà, donc une activité immobilier entreprise assez restreinte, mais néanmoins avec un portefeuille en croissance et puis des portefeuilles, des perspectives déjà identifiées pour la suite. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Brive pour l'Allemagne et Concept Bau. C'est ça. Une information anecdotique en immobilier entreprise, pardon, mais qui est pas intéressante, c'est qu'on les comptes, une transaction toute récente qui a eu lieu non pas par les nouveaux constructeurs,
mais par un véhicule d'investissement qui est tout proche de nous et qui a eu lieu évidemment post problématique de la pandémie coronavirus. Et l'investisseur qui est un mutualiste ayant collecté massivement, comme vous en connaissez tous quelques-uns, a maintenu sa signature et dans des conditions de taux très compressés et avec une rémunération sans modifier ni la rémunération ni la négociation des conditions techniques. Donc un assez bon signe sur le fait que dans le contexte où des fonds très importants ont été levés, la nécessité de les mettre au travail dans des opérations d'une entreprise devrait se maintenir. On dit tout au conditionnel, mais néanmoins, encore une fois, vraiment en plein cœur de la pandémie, ils ont décidé de maintenir leur signature et le notaire a bien voulu l'organiser alors que les mesures de confinement avaient déjà été ordonnées. L'Allemagne, je vous ai donné quelques commentaires. Pardon. Je vous ai donné quelques commentaires généraux sur la Bavière, Munich. L'année a été très bonne en 2019, avec un marché qui se stabilise en prix depuis maintenant quelques semestres, mais néanmoins qui reste très tonique. On a eu vraiment des bons rythmes commerciaux, notamment dans les premières semaines de l'année 2020. On a quelques programmes en cours de commercialisation, à Germering, Bodensee 2, Arnoldstrasse, et on a vraiment des niveaux de commercialisation qu'on trouve satisfaisants et des évolutions de prix qui sont encore tout à fait favorables. Ça, c'est très pandémie. Depuis le blocage de la Bavière, on a quand même un sentiment d'inquiétude de la part de nos clients qui est notable, avec pas mal de clients qui souhaitent plus se déplacer chez le notaire pour réitérer, donc ils n'ont pas désisté encore leur réservation, mais qui néanmoins pour l'instant attendent de voir et puis surtout renoncent au fait de se déplacer physiquement, alors que les signatures notariées sont encore autorisées en Allemagne. On maintient pour l'instant nos chantiers pareil en Allemagne, avec des rythmes ralentis, mais je vous l'ai dit, on maintient le chantier. Et on a à nouveau une très belle visibilité future, puisque même si on a acheté beaucoup moins de terrain récemment, on a encore pas mal de terrain en cours de développement ou en cours de travaux qui nous permettent d'avoir de l'activité pour les années à venir, même si en matière de développement, on va pas faire grand-chose pour le moment dans les mois qui viennent. Donc ça c'est pour l'activité concept BAO. Pour DAPS, qui est évidemment un métier complètement différent, la préfabrication de garage, on a eu une baisse là aussi relativement sensible de nos contacts, peut-être de l'ordre de 30-40% chez DAPS. Pour l'instant on a une baisse de vente à peu près du même ordre, mais en fait qui reste relativement satisfaisante compte tenu de l'évolution du pays, notamment dans le nord ou centre de l'Allemagne. C'est vraiment le sud qui est plus touché pour l'instant. Et évidemment, on aura, pour l'instant, nos usines continuent à tourner. On aura sans doute une situation, si jamais les choses continuent à être retirées, une situation de chômage partiel à solliciter pour toute une partie de nos collaborateurs col bleu, si jamais nos usines ne fonctionnent plus de la même manière, de façon à réduire nos frais de fonctionnement mensuels. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. On a pour l'instant des usines qui tournent et des clients qui sont livrés tant qu'ils acceptent la livraison. Nous, on continue à déplacer les garages et à livrer. Je passe à la page 17, l'Espagne. L'Espagne, de la même manière, commentaire général, là aussi j'ai eu le patron espagnol hier soir. Pour l'instant, les chantiers continuent alors que le pays est en confinement et avec bien malheureusement des statistiques et l'évolution de la maladie qui sont franchement défavorables. Mais néanmoins, les chantiers ont continué en Espagne et nos équipes sont tout à fait courageuses, que ce soit en Espagne comme en Allemagne, pour continuer à les encadrer et à assurer cette activité économique importante. On a eu une activité 2019 tout à fait satisfaisante, avec néanmoins un peu moins de maîtrise foncière, vous verrez à la fin de la page 7, puisqu'on a fait que 5 maîtrises foncières l'an dernier comparé à 9 l'année précédente. Évidemment, on adapte notre politique de maîtrise foncière à l'attractivité des opportunités qu'on nous présente. Et donc, on a eu l'impression de voir un petit peu moins de choses des côtés l'année dernière, donc on a fait un petit peu moins de terrain. On a néanmoins continué à analyser le maximum de dossiers pour être présent dans le marché, mais évidemment, on ne se forcera pas à acheter des terrains si jamais les conditions ne paraissent pas totalement réunies.
On a des frais généraux en Espagne ou à Munich qui sont vraiment très modérés. On parle de quelques centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, on n'a absolument aucune obligation de faire du maintien d'activité et de prendre des dossiers si jamais on n'a pas l'impression d'être très très bien rémunéré pour nos risques. Donc on verra, on adaptera la politique de maîtrise foncière espagnole ou allemande à l'évolution du marché qu'on va constater dans les prochains jours ou semaines. Voilà, on a par exemple une consultation en cours juste au sud de Barcelone, à l'Hospitalet, dans un marché qu'on connaît par cœur. On verra bien si jamais le tournant que prend le marché espagnol dans les prochaines semaines. Je vais maintenant passer la parole à Paul-Antoine pour nous présenter les principales pages traitant de la performance financière. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc les performances financières 2019, commençons avec une vue sur le programme de série dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est jumelé au programme d'immobilier d'entreprise de chez-ci. Donc, les chiffres clés 2019, vous avez tous reçu le communiqué de résultats vendredi soir et le rapport financier annuel détaillé sera mis à disposition, si ce n'est en cette semaine, la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui souhaitent faire des analyses détaillées, vous aurez l'annexe, un rapport de gestion complet. Et naturellement, je serai à votre disposition pour tout éclaircissement utile. En 2019, bon, ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons une hausse de 134 millions du chiffre d'affaires, qui représente plus 16%. La marge brute à 240 millions d'euros est en progression, alors de 11 millions d'euros et seulement de 5%, puisque, comme on le voit à l'écran, je suis page 19, nous avons un tassement du taux de marge brute moyen qui passe de 27,2% en 2018 à 24,6% cette année. Et si l'on regarde dans le détail, cette baisse du taux de marge brute est surtout visible en France, où la hausse des coûts de construction, des coûts des fonciers a été la plus notable ces dernières années. C'est en France également qu'elle arrive dans les comptes le plus vite, le plus tôt, avec le dégagement du résultat à l'avancement. Voilà, et en France, on perd à peu près 4 points de marge brute entre les 2 années. C'est quelque chose qui était anticipé, qui est reflété dans les balances financières et qui tombe dans les comptes comme de manière normale. Le résultat opérationnel courant augmente de 3 millions d'euros et on voit que le taux de marge opérationnelle courante est aussi en légère dégradation, passant de 18,4% à 16,2%. Alors c'est un taux moyen qui représente qui est un mix entre les filiales étrangères où les taux sont plus élevés et la France. Le résultat net part du groupe qui est relativement stable à 97,2 millions d'euros. Pour les agrégats bilanciels, nous avons une décroissance du besoin en fonds de roulement de 38 millions d'euros, qui est en baisse de 7% au cours de l'année 2019. Un désendettement de 121 millions d'euros sur lequel nous reviendrons, étant précisé que fin 2018 était un point haut, puisque nous avions effectué l'important décaissement lié à l'investissement dans Marignan un mois et demi plus tôt. Et les fonds propres consolidés continuent leur progression selon la trajectoire que vous avez pu voir tout à l'heure, passant de 445 millions à 501. C'est une progression qui est le résultat qui est le fruit du résultat net de l'année, des distributions de dividendes annuels. En détail,
la progression du chiffre d'affaires, même si c'est quelque chose que vous avez pu étudier dans les communiqués. Voilà, sur cette hausse globale de 134 millions d'euros, le gros de la progression vient de la France, du segment résidentiel, où le chiffre d'affaires augmente de 80 millions en 2018 et 2019. C'est le résultat de cette période de croissance de l'activité commerciale, du carnet de commandes et puis et de la production technique en cours. Donc plus 80 pour la France, plus 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en Espagne, avec un calendrier de livraison bien fourni cette année, puisque nous avons livré 480 logements contre 326 l'année d'avant. Et une progression, quoique moindre, à Munich, chez Concept Bau, avec 135 livraisons effectuées. C'est toujours intéressant de voir que si on fait la division entre 94 millions de chiffre d'affaires et 135 logements, nous livrons des logements à très fort prix unitaire à Munich. C'est des prix unitaires qui sont de l'ordre de 700 000 euros, ce qui est nettement au-delà de l'Espagne ou de la France. C'est un mix un petit peu différent. En page suivante 21, nous avons le détail géographique de la progression du résultat opérationnel courant. C'est pas une progression très importante. Nous augmentons de 3 millions, passons de 154,7 à 157,8 millions. Et nous voyons un petit peu les contrastes entre pays. Alors, nonobstant la progression de 80 millions du chiffre d'affaires que j'ai indiqué à l'instant, le résultat opérationnel courant de la France est en diminution de 7,5 millions d'euros entre les deux périodes, qui est lié à la baisse du taux de marge brute, du taux de marge opérationnelle courante qui provient lui-même de la baisse du taux de marge brute de 4 points que j'évoquais tout à l'heure. En Espagne, une progression du résultat opérationnel courant de 6 millions entre les deux périodes, qui a son origine dans la progression de l'assiette, la progression du chiffre d'affaires de 35 millions entre les deux périodes. Idem pour la progression en Allemagne, à Munich, où la hausse du chiffre d'affaires de 8 millions permet d'augmenter mécaniquement le résultat opérationnel courant de près de 3 millions, comme indiqué précédemment sur les pages consacrées à ces différentes implantations. Nous avons une rentabilité opérationnelle courante de 28% à Munich. Et pour ce qui est et pour TAP, nous avons un résultat opérationnel stable entre les deux périodes qui est de l'ordre de 6 millions. La page suivante, page 22, nous donne le passage entre le résultat net par du groupe de 98,6 millions en 2018 à 97,2 en 2019. Là aussi avec des évolutions contrastées selon les types de produits et de charges. Tout d'abord la progression de 3,1 millions d'euros du résultat opérationnel courant que je viens de commenter à l'instant. Bon, le résultat, les produits et charges non courants conduisent à une diminution du résultat de moins 2,3 millions. Ceci est lié à des produits non courants en 2018 qui ne sont pas reconduits en 2019, ce qui est le propre des charges et des produits non courants, c'est de varier de manière non prévisible. Alors le sujet plus important, plus important et matériel dans ce compte de résultat 2019, les nouveaux constructeurs, la contribution de Marignan, la contribution indirecte de Marignan, puisque Bassac est actionnaire d'une société qui s'appelle Bayard Holding, laquelle, donc nous avons 60% de
Bayer Holding et le fonds Hermont les 40 autres pourcents, et c'est Bayer Holding à 100% de la société Marignan. Donc cette baisse de 10,2 millions du résultat entre les deux périodes provient principalement correspond à l'impact de la première année de consolidation de nos 60% de Bayer Holding, qui conduit à une perte une perte comptable de 11,2 millions d'euros cette année. Alors, il est important c'est expliqué dans le communiqué, et encore plus dans l'annexe, mais pour faire le lien entre la situation de Marignan et puis cet impact dans les comptes, la contribution le résultat net en 2019 de Marignan s'élève à plus 15 millions d'euros. Donc c'est comme Moïse l'indiquait tout à l'heure, c'est par rapport aux 550 millions de chiffre d'affaires, c'est une performance opérationnelle et puis un résultat net peu élevé qui correspond à une performance moyenne qui doit être améliorée, mais néanmoins plus 15 millions d'euros. Alors il faut revenir en arrière au moment de l'acquisition où Bayer Holding a décaissé un certain prix de vente qui lorsqu'on le compare au fonds propre qui existait à la date d'acquisition, a donné lieu à la constatation d'un écart d'acquisition d'une 50aine de millions d'euros. Et dans les pratiques comptables LMC/BASAC, voilà, nous n'aimons pas les incorporels, les goodwill, les fonds de commerce et les choses un petit peu abstraites et nous avons affecté la quasi-totalité de l'écart d'acquisition au stock, selon le raisonnement, que lorsqu'on achète une société, on remet les stocks au prix de vente. Donc les stocks ont été réévalués dans le cadre de ce qu'on a en anglais, entre guillemets, on appelle le purchase accounting. Excuse my French. Voilà, l'écart d'acquisition affecté en quasi-totalité au stock pour 53 millions. Et cet écart, cette réévaluation des stocks passe en résultat au fur et à mesure de l'avancement des chantiers des 10 stocks. Donc ça nous a conduit en 2019 à passer en charge 35 millions par rapport à ces 53 millions. Et c'est donc ce qui nous fait passer du plus 15 du résultat net de Marignan à peu près moins 20 millions dans la consolidation Bayer Holding, et la quote-part, les 60% que nous avons dans ces moins 20 millions représentent ces moins 11. Voilà, c'est juste le fait que dans nos pratiques comptables, nous passons l'écart d'acquisition en charge très rapidement. Le résultat financier entre les deux exercices n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est que les principes comptables ont évolué. IAS 23, qui ne s'applique plus en France, de sorte que les frais financiers cessent d'être activés, mais ça c'est pas le sujet principal. Et le dernier facteur d'évolution du résultat net entre 2018 et 2019, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons une baisse de notre charge d'impôt sur les bénéfices de 7,9 millions d'euros, qui trouve sa source principale dans la baisse du taux effectif d'impôt qui passe de 31,4% en 2018 à 27,8% cette année. Et cette baisse du taux d'impôt, elle provient d'une part de la trajectoire du taux d'IS en France, où nous avons bénéficié du passage de 33,1 à 31%, et puis aussi d'une forte pondération de notre résultat dans les filiales espagnoles et allemandes, où là le taux est plus bas qu'en France, il est à 25%, et donc ça tire le taux moyen vers le bas. Donc 97,2 millions d'euros de résultats nets par du groupe, ce qui représente 6,06 euros par action. Le bilan synthétique que vous avez en page 23
permet de visualiser, puis je reviendrai sur certains aspects, le dégonflement du besoin en fonds de roulement qui baisse de 38 millions d'euros entre les deux périodes. Donc moins 5% pour le BFR, malgré la progression de 16% du chiffre d'affaires, la progression du résultat net, la progression du carnet de commandes, donc une amélioration du BFR relatif qui s'allège, mais qui reste un point élevé chez Batac, compte tenu en particulier du business model des filiales espagnoles et allemandes, où il est structurellement plus lourd. La progression des fonds propres de 445 millions à 501 millions d'euros entre les deux périodes, plus 56 millions, qui résulte du profit 2019, moins la distribution faite en mai dernier, étant précisé que nous avions distribué 40% du résultat 2018, et en conséquence de ces différentes évolutions, la dette nette en diminution notable de 121 millions d'euros, passant de 210 à 89 millions d'euros entre les deux périodes. Nous avons en page 24 la décomposition, l'analyse géographique de cette baisse de la dette nette. On se rend compte que l'essentiel de la diminution de la dette nette, la diminution de 121 millions d'euros, s'observe en France, où on est passé d'une situation de moins 82 millions à plus 46, donc une progression de 128 millions d'euros de la situation de dette nette, plus précisément de trésorerie nette, fin 2019 en France. Donc plus 128 millions pour la France, et nous voyons que les deux filiales de promotion étrangère, l'Espagne et l'Allemagne, se compensent, puisque la dette nette progresse de 21 millions d'euros en Espagne. Alors, c'est lié à des encaissements qui n'interviennent qu'au premier trimestre 2020, mais bon, c'est et l'Allemagne résidentielle, la filiale de Munich, a de manière presque sa dette nette se réduire de 20 millions. Donc, voilà, donc l'Espagne et l'Allemagne se compensent à peu près, et l'essentiel de la progression s'observe en France. En page 25, nous avons le détail par type d'instruments de dette et une décomposition des différents facteurs derrière cette 121 millions de la dette nette. Le gros de la principale raison de cette diminution de la dette nette, c'est la progression de 104 millions de la trésorerie entre les deux périodes. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau de flux de trésorerie qui figure en dernière page du communiqué le résultat, nous avons une importante génération de trésorerie opérationnelle en 2019, avec une capacité d'autofinancement très élevée et une baisse du besoin en fonds de roulement qui l'a renforcé. L'endettement brut évolue dans une moindre mesure, évolue peu entre les deux dates de clôture. Il passe la dette brute diminue de 16 millions pour s'établir à 310 fin 2019. Nous avons une reventilation entre les différents types de crédits entre les deux périodes, ce qui est intéressant, et que beaucoup d'entre vous connaissent pour avoir travaillé activement sur la mise en place, alors petit 1 du crédit corporate syndiqué, qui a été mis en œuvre au cours de l'été 2019. C'est un crédit corporate qui représente un total de 275 millions d'euros en deux tranches, et dont 110 millions étaient tirés au 31 décembre 2019. Ce crédit corporate syndiqué a eu pour principal
objectif de pouvoir procéder au refinancement de tous les crédits promoteurs qui existaient, qui étaient utilisés en France jusqu'alors, qui conduit à la diminution de la ligne autre crédit bancaire, qui représente donc les crédits d'opération, et dont la baisse d'encours de 110 millions correspond assez précisément à la hausse du crédit à la mise en place du crédit corporate. Le solde de ce type de financement, 185 millions d'euros à fin 2019, représente essentiellement les financements utilisés à l'étranger, puisque le crédit corporate syndiqué est quasi exclusif pour les opérations françaises. Nous avions un emprunt obligataire de 30 millions d'euros à un euro BNP d'une durée de 5 ans qui a été remboursé en décembre 2019, donc qui disparaît de notre tableau. Et nous avons une innovation comptable, l'IFRS 16, qui nous conduit à constater dans les baisses financières les engagements au titre des contrats de location simple, et qui conduit à constater 11 millions de dettes à ce titre, ce montant représentant principalement le contrat de location de notre siège à Boulogne. Voilà. Cette évolution de l'endettement net et de nos capitaux propres nous conduit à constater une amélioration des principaux ratios fin 2019 par rapport à fin 2018. Le gearing, la dette nette rapportée aux capitaux propres, passe de 47,2% à 17,8%. Et le levier, l'endettement net rapporté à EBE, l'EBITDA, passe de 1,3 à 0,5 à fin 2019. C'est donc une situation d'endettement très conservatrice qui arrive à point nommé compte tenu de la période un peu difficile dans laquelle nous entrons. À la prochaine assemblée générale qui sera convoquée le 15 mai prochain et qui se tiendra possiblement à huis clos, en tout cas en fonction de l'évolution de la pandémie et des différents aménagements législatifs en cours d'élaboration. Il sera proposé la distribution d'un dividende de 2,50 €, stable par rapport à l'an dernier et encore l'année d'avant, et qui représente 41% de taux de distribution par rapport au résultat net par action que j'avais présenté tout à l'heure. Donc je vais repasser la parole à Moïse pour conclure cette présentation. Merci Paul-Antoine. Donc Paul-Antoine a fini par les informations les plus importantes, qui sont la qualité de notre bilan et qui nous procure beaucoup de sérénité pour la période à venir. Je vous rappelle que ce bilan présente 500 millions d'euros de fonds propres consolidés. Et d'ailleurs, en écoutant les explications de Paul-Antoine sur l'implication à l'arrivée de stock de l'écart d'acquisition de la participation au Marignan, si on faisait le même exercice sur les stocks qui sont à l'actif de Bassac, évidemment, nos fonds propres se montreraient augmentés de façon très sensible, puisque aujourd'hui les stocks sont portés à leur coût de revient. Et donc évidemment, ils recèlent beaucoup de marge brute supplémentaires, que ce soit pour les terrains qui sont portés à Munich ou les stocks en cours en France. Voilà, donc 500 millions d'euros de fonds propres durs, une trésorerie abondante et qui pourrait augmenter en cas de tirage des crédits non tirés, enfin, qui a déjà été en partie fait pour ceux qui participent à notre pool du crédit syndiqué. Des équipes qui sont habituées à être agiles et à être très réactives avec notre culture familiale un peu particulière, et puis une expérience des crises passées, puisque Olivier Mitterrand participe à cet appel téléphonique. On a commencé par 1981, ensuite il y a eu la crise des années 90 qui a été particulièrement brutale, évidemment 2010-2009. Cette qualité de crise relative, je dirais, la fin du
la fin du CELI en 2013 et voilà, le retour de Madame Duflo. Donc on a connu pas mal d'expériences qui nous ont bien secoués et qui nous ont pas empêché d'envisager l'avenir avec sérénité et toujours de ressortir fort de ces périodes de test. Et vous pouvez tout à fait être confiant sur le fait que l'équipe et CLUR continue à s'entendre bien, prend des décisions rationnelles et agit chaque jour pour préserver l'intégrité de la société. Après cette présentation un peu plus longue que ce qu'on aurait aimé, évidemment on est ouvert à toutes les questions de l'ICOL. Bonjour, Marc Pierre, j'ai juste une petite question concernant les lignes non tirées. Je voulais juste avoir un rappel sur le montant. Paul-Antoine, tu veux répondre? À ce jour, nous utilisons 120 millions sur la première tranche dédiée à la promotion immobilière France et qui s'élève à 175 millions. Donc nous avons 55 millions non tirés sur cette première tranche. Merci. Oui, allô? Oui, concernant les sous-traitants. Allô? Vous m'entendez? Oui, très bien. Fabrice, concernant les sous-traitants, quelle est votre mesure d'accompagnement? Parce qu'étant donné que tous les chantiers sont arrêtés, j'imagine que c'est un sujet sensible. Fabrice, tu veux dire un mot? Oui, les sous-traitants, notre position déjà c'est de respecter et de payer les sous-traitants qui ont fait les travaux. Aujourd'hui on est en train de régler les travaux en mars. On vient de terminer l'échéance de mars qui correspond aux travaux de janvier. Oui. Et on a prévu de régler également les travaux de février en avril en totalité. Donc d'être très respectueux des sous-traitants et des entreprises. C'est ce qui a été prévu, voilà. Donc après, tout dépendra de l'évolution de la reprise des chantiers. Donc après le mois d'avril, il va y avoir en moyenne, les dépenses de la société sont de l'ordre entreprise, frais généraux et salaires de 40 millions par mois en période pleine. Donc là, on est encore en période pleine. À partir du mois de mai, on va retomber à des dépenses qui seront nettement inférieures de l'ordre entre 0 et 5 millions. Les frais fixes. Sachant que Fabrice, les 35 à 40, il faudrait soustraire les encaissements clients, évidemment, c'est en période normale. Bien sûr. Comme vous l'avez vu sur le deuxième semestre. C'est brut, sans les Bien sûr, c'est brut. On a évidemment des encaissements clients. Et pour l'instant, on s'attendait avec Fabrice à plutôt un arrêt des encaissements clients après le confinement. Et on a plutôt été agréablement surpris quant au fait qu'on a continué à recevoir des encaissements clients, parce que les gens peuvent le faire à distance. Et quand les avancements sont dus, les gens continuent à les honorer. Donc on a encore des encaissements. Oui, vous disiez 40 millions par mois de dépenses, ça comprend donc les sous-traitants. C'est ça. Les entreprises, les sous-traitants, les salaires et les charges fixes. Et les frais fixes. Et Karine Delastre, juste une question. Allô? Oui, un de vos confrères a évoqué auprès de nous hier soir qu'il craignait un peu un recours massif des entreprises qui reprenaient avec des cautions marchés qui demanderaient un peu systématiquement, en tout cas c'est ce qui leur a été conseillé. Je sais pas, vous avez eu cette information aussi ou pas? Non, pas encore. On n'a pas été sollicité par ça pourrait être problématique s'il y a des cautions à délivrer sur chaque Pas encore. D'accord. Pas encore, mais en fait, les entreprises avec lesquelles nous travaillons voient qu'on les règle. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore... Voilà, mais c'était par les entreprises. D'accord. Mais voilà, c'était une réflexion au-delà de la qualité du promoteur. Hein. C'était un peu un faire. Voilà, merci. Et juste sur le financement, vous avez dit tout à l'heure 120 millions tirés sur les 175, parce qu'il y a deux tranches, vous avez dit tout à l'heure. La deuxième tranche, elle est de combien? Elle est 100 millions. D'accord. Celle-là, elle n'est pas du tout tirée. Non, elle a un autre objet que la promotion immobilière France. Excusez-moi, Anne Goubert, je voulais vous demander par rapport à l'activité au 31 décembre, le niveau des stocks en fait se trouve à quel niveau, représente combien de lots? Le stock dur. Alors, je vais vous répondre très clairement.
que je recherche le document. En France, 33 logements à l'étranger, on est encore avec les 16,4 au total, France plus étranger, hors Réunion, 49 logements. Et Et donc, qui représente sur une offre de 2437 logements, 2%. Et le chiffre d'affaires en France acté, ça représente combien de lots? Antoine? Les signatures, vous voulez les signatures notaires de l'année 2019? Oui. Attendez, Alors ça, je peux vous les donner si vous voulez. Ça Dans représente la en France, présentation, ouais. en France, c'est 3000, en signature notaire, c'est 3380 logements. Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Alors, excusez-moi, j'ai plusieurs petites questions. Qui est à l'appareil? Oui, Présentez-vous. chez Moneta, pardon. Alors, notamment sur Marignan, donc c'est une opération. Alors, aujourd'hui, je comprends que vous gardez deux entités séparées. Et à l'avenir, est-ce que vous comptez vraiment garder ce système dual ou après changer un petit peu les gammes ou essayer de pas se Non, les sociétés sont séparées et concurrentes. Et ça restera. Oui. D'accord. Ensuite, sur les stocks, comparé à vos petits copains de côté qu'on connaît, vous avez des stocks très importants parce que vous avez une grande maîtrise foncière, etc. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise, a priori, vous avez plutôt l'air de dire qu'il est en train de baisser parce qu'il y a une difficulté à maîtriser du foncier à un bon prix. C'est un trend, vous voyez ça comme une tendance? En fait, il faut bien comprendre que le modèle d'affaires en Allemagne et en Espagne est différent de celui de la France, où en France, on fait du juste à temps foncier, alors qu'en Allemagne et en Espagne, les terrains font l'objet d'une acquisition avant même le début des travaux ou la commercialisation. Et donc, structurellement, vous avez un BFR qui est plus important dans cette géographie. Si vous prenez l'activité France strictement, ce sera possible de le faire dans un rapport financier annuel, par exemple, si je ne me trompe pas, vous avez un niveau de BFR qui est comparable au reste de la profession. D'accord. Donc vous êtes sur les 50 jours ou des choses comme ça, quoi. Non, c'est un peu plus élevé que ça quand même. Le Kaufmann est très faible. On compte pas en DSO en jours, mais on pourrait parfaitement le faire, mais en pourcentage de chiffre d'affaires, disons que la profession est autour de 25-30% dans ces là. D'accord. Ok. Et ensuite, donc, juste, sur Marignan, donc vous avez parlé notamment, donc vous avez fait des efforts, vous avez un plan implémenté des best practices pour améliorer la marge. Malheureusement, bon, le coût des travaux et le foncier ont impacté la marge. À terme, vous pensez que c'est une activité qui sera toujours comparable avec ce que sait faire les nouveaux constructeurs en deçà, ou est-ce qu'il y a aucune raison, et, comme vous le dites, si vous êtes concurrent, normalement vous avez le même business model, est-ce qu'on peut rêver, est-ce qu'on peut s'amuser à rêver d'un niveau de marge en ligne avec celui des nouveaux constructeurs? La marge d'une société de promotion, c'est une alchimie particulière entre des équipes qui travaillent merveilleusement ensemble et qui se connaissent intimement depuis des décennies. Donc c'est pas facile à répliquer. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel particulier dans ce métier. C'est pas comme si on vendait des sacs d'Erskine plus chers que d'autres marques. Mais en revanche, il y a un avantage compétitif dans la culture qu'on a réussi à constituer chez les nouveaux constructeurs après des décennies d'existence. Donc on peut pas faire des copier-coller. Si les copier-coller étaient si simples, je pense qu'on ne serait pas les seuls à faire la performance opérationnelle qu'on fait. Les seuls, ou parmi les seuls. On n'est pas les seuls à avoir ces niveaux de rentabilité opérationnelle, mais on est parmi les seuls. Et donc c'est évidemment un exercice auquel on aspire, mais ce sera ni immédiat, ni évident, ni certain. Et par ailleurs, la marge opérationnelle de l'activité de promotion de LLC, elle a été particulièrement élevée dans les années récentes, même si elle est moins volatile que les géographies Allemagne et Espagne.
Néanmoins, elle a vocation à se normaliser parce que le capitalisme fait son œuvre, on se retrouve avec plus de concurrence pour acheter les travaux, plus de concurrence pour acheter les fonciers, et donc on n'est pas non plus on n'est pas des enchanteurs. Si jamais les coûts de revient sont plus chers, on a des marges plus faibles. Donc on essaiera structurellement d'avoir des marges plus élevées que la protection, parce que c'est une bonne protection pour les crises de ce type-là, mais ça n'est pas automatique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Jérémy. J'avais quelques questions. Une première sur Bayard Holding Marignan. Est-ce que vous pouvez nous donner le niveau de dette nette de la société? Et après, pour comprendre exactement, c'est un problème de marge brute ou un problème de coût opérationnel aujourd'hui qui explique la faible rentabilité de l'activité? Et après, une deuxième question sur l'impact de la crise actuelle. Est-ce que vous vous attendez à des baisses de certains coûts, notamment les coûts de construction, et à quelle vitesse vous devez ajuster votre offre? Vous avez notamment parlé d'une baisse du pouvoir d'achat des clients finaux de l'ordre de 12 000 euros. Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour ajuster votre offre à la demande? Alors, Valentin, tu peux commencer peut-être par la dette nette de Marignan. Oui, alors là je vais vous donner les chiffres au niveau de la société Marignan, puisque Bayard Holding a des dettes auprès de ses associés, donc c'est des dettes internes, mais au 31 décembre 2019, j'ai sous les yeux le ratio, le certificat de ratio financier pour le refinancement de Marignan. La dette nette consolidée de cette entité était de 75 millions d'euros. D'accord. Quant à la différence de rentabilité, alors d'abord, la rentabilité de Marignan, elle n'est pas radicalement différente de la profession. Elle est peut-être un petit peu inférieure, mais c'est pas radicalement différent. Si vous prenez les chiffres qui sont publiés par Innova Press, qui sont des chiffres déclaratifs, et vous prenez la moyenne de la profession, c'est pas et c'est les deux mots généraux, c'est à la fois marge brute et frais généraux coût de fonctionnement. Donc les deux, par définition, pour avoir une performance de très très bonne qualité, il faut pas choisir la dimension sur lesquelles on est bon, il faut être bon sur toutes les dimensions. Sur la marge brute, elle est de quel ordre? Et est-ce que les nouveaux projets que vous avez lancés, ils ont des marges brutes déjà plus importantes? Paul-Antoine, je crois pas qu'on communique sur la marge brute de Marignan, et donc je ne voudrais pas non plus donner d'informations lors de cet appel qui soient pas disponibles à l'ensemble du public. Et Voilà, donc la marge opérationnelle. Ça sera visible dans le rapport financier annuel, puisque dans l'annexe, on donne une page avec les états de la sous-consolidation Bayard Holding et puis les retraitements entre la performance de Marignan et celle de Bayard Holding. Donc ce sera pour les amateurs de lecture comptable. D'accord. Mais vous pourrez identifier cette information. Mais alors, la marge brute de la société n'est pas à nouveau pas très différente de la marge brute moyenne de la profession. Les nouveaux programmes lancés, non, on peut pas dire que les marges brutes sont en amélioration en ce moment, puisque les nouveaux programmes lancés, il y a eu quelques évolutions de la société Marignan, mais à nouveau, c'est pas un coup de baguette magique et tout d'un coup, vous arrivez à faire des miracles. Les programmes étaient déjà maîtrisés et initiés dans certaines conditions. Et puis par ailleurs, à nouveau, ils sont tributaires comme nous, comme Kaufmann, comme Lexicip ou Cogedim, de l'évolution défavorable des coûts de travaux qu'on a connus dans les années semestres récents. Et donc, même si vous montez un tout petit peu différemment un projet, à partir du moment où vous allez avoir du mal à rentrer dans vos budgets de travaux, ça va être quand même difficile d'améliorer sensiblement la marge brute. Quant à votre question sur l'évolution des coûts de travaux, c'est difficile de dire à l'avance. C'est peu probable, pour le dire comme ça, c'est peu probable que la crise actuelle ait un impact inflationniste sur les travaux. Si j'avais à parier, je me dirais qu'il y a plutôt un impact de stabilité des marchés de travaux ou de légère baisse. Mais évidemment, on n'est pas en train de faire des appels d'offres dans tous les sens, pas encore. Ce qu'on sait, c'est que, et je parle sous le contrôle de Fabrice, c'est que dans les mois récents, l'inflation des coûts de travaux s'était quand même franchement apaisée.
Et quand je vous en parlais, parce que je les crois toujours, parce que je suis toujours votre président, quand j'en parlais avec les gens qui font les appels d'offres chez nous, il y avait quand même des signaux sensiblement plus favorables sur la maîtrise des travaux. Voilà. Je reviendrai avec une pondération néanmoins, c'est que l'inquiétude de l'ensemble de nos confrères, c'était justement, alors avant la crise du Covid-19, là, la reprise des mises en travaux après les élections, alors pas forcément juste après, mais en septembre 2019, qui risque d'avoir un impact sur une grosse demande auprès des entreprises. Donc il y a aussi ça qui est intégré. Ouais, c'est un très bon point. Quand les élections municipales deuxième tour sont passées, il pourrait y avoir un redémarrage de beaucoup de projets qui étaient bloqués par les municipaux. Ouais. C'est positif pour l'amortissement des frais fixes, mais qui en même temps n'est pas très positif pour notre relation de négociation avec les entreprises de travail. Tout à fait. Et juste sur votre capacité à ajuster votre offre sur les programmes en cours, je pense que c'est très restreint, mais sur où est-ce que vous avez aussi des possibilités? La capacité à ajuster notre offre, déjà, pour répondre à votre question sur la prise en compte des 12 000 euros, c'est compliqué de prendre en compte ces 12 000 euros lorsqu'on maîtrise de nouveaux terrains. Donc, en fait, la façon on est très attentif lors des décisions significatives, notamment les achats de terrain. Donc, pour vous donner, on achète en 2019, on a acheté des terrains avec un taux de précommercialisation moyen de 50%. Voilà. Donc, un élément pour compléter ce que dit Fabrice, c'est en fait qu'il y a l'offre en cours. Quand vous êtes en chantier, vous n'avez absolument aucun facteur d'ajustement sur votre offre. Vous êtes en chantier et vous avez des apparts qui vous restent à vendre, vous en avez qu'une partie qui est commercialisée. Là, il faut les vendre quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression du moment. Et donc, mais néanmoins, ils ont une attractivité, ces appartements en stock en chantier, ils ont une attractivité qui est de plus en plus importante au fur et à mesure que vous rapprochez la livraison, parce que si vous êtes proche de la livraison, moins vos clients en intérêt intercalaire, moins vos clients doivent y aller payer avant de pouvoir prendre possession de leurs biens, et plus l'appartement est réel pour le client, et donc plus vous avez une population potentielle de clients qui est importante. Parce que les clients, il y a beaucoup de gens qui détestent acheter sur plan et qui préfèrent acheter des choses qui sont presque finies, avec peu de risques de manque de confiance de la part du promoteur. Et donc normalement, c'est ce qu'on a vécu en 2008-2009, ces stocks en travaux, même dans des périodes de stress très fort, vous arrivez quand même à pas trop mal les commercialiser, quitte à accompagner un peu avec des aides à la vente, pas d'autre. Même au quatrième trimestre 2008, alors que le monde était en train de partir en spirale, on faisait des réservations brutes. On a eu des très forts désistements, mais on arrive à faire des réservations brutes dans pas mal de nos programmes en cours de chantier. Ce qui n'est pas lancé en travaux, ce qui est en général donc pas non plus acheté, le terrain n'est pas acheté. En fait, si jamais vos commercialisations se passent pas très bien, dans ce cas-là, vous allez trancher votre offre commerciale, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 80 logements sur le marché, vous allez juste présenter 25 logements pour voir si ça se commercialise convenablement, en ayant un peu moins d'offres, et quitte à amortir mieux la baisse des rythmes. Vous allez renoncer à certaines commercialisations ou les reporter. Vous allez changer certains équilibres de programme et retravailler sur vos programmes de façon à ce que les produits soient plus adaptés à la nouvelle demande. Et donc vous avez là une faculté d'ajustement sur votre offre qui n'est pas encore en chantier, qui est assez forte. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe à chaque retournement de cycle de ce marché, c'est-à-dire que vous ajustez votre offre à ce que vous percevez être la demande, soit l'échéancier, soit y renoncer totalement si jamais les produits ne sont pas du tout viables. Donc, elle est assez forte, sa capacité d'ajustement de l'offre à long terme. D'accord. Donc, on ne doit pas s'attendre à des marges brutes en France qui soient très beaucoup plus basses que 18%. 18%, c'est ce que vous aviez en 2009, par exemple. Ouais, on aimerait. On fait pas trop de prévisions, puisqu'on c'est un exercice difficile, surtout si ça concerne l'avenir. Donc honnêtement, on a l'impression quand même que c'est un bac fourchette, mais on n'en sait rien du tout. Qui est-ce qui pouvait prévoir que le pays serait confiné il y a quelques semaines? Et donc ce qu'il faut, c'est surtout, et c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps, mais on a un côté pour ça un peu à l'ancienne, c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à vous parler du bilan et des chiffres qui sont tous tangibles. C'est ce qui nous rassure, c'est le fait d'avoir de la trésorerie et des fonds propres durs.
en très grande quantité. Ensuite, le reste, la marge d'opération, on la défendra aussi bien qu'on peut, mais voilà. Ce qui est sûr, Jérémy, pour vous répondre, c'est que si jamais les marges brutes des opérations qui sont en cours de montage sont trop faibles, vous n'avez pas intérêt à lancer les dossiers. Dans ce cas-là, vous les retravaillez, vous les reportez, ou vous rediscutez avec les propriétaires fonciers. Enfin, c'est les mécanismes d'ajustement que des générations de promoteurs connaissent bien. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je me permets de poser une autre question par rapport au lancement des opérations et le type des opérations. Est-ce que cette augmentation des coûts de travaux, en fait, vous a conduit peut-être à revoir le montage, peut-être à travailler davantage les cahiers des charges, etc., plus en amont que ce que vous le faisiez peut-être à une certaine période où effectivement la partie travaux était passée peut-être après? Est-ce que vous êtes réorganisé un peu? Fabrice, je vais répondre avec toi, mais Ouais. la partie travaux est jamais complètement passée après chez nous, hein, parce que c'est quand même le cœur du métier de monter les dossiers et de maîtriser les coûts de revient. Je dirais que ça a eu un impact sur, je sais pas, j'ai un pourcentage en l'air, Fabrice, tu me dis si je me trompe, peut-être 80-90% des dossiers. Donc on a été très attentifs et mais comme tous nos confrères, hein, on a dû revoir en profondeur pas mal de dossiers et impacté par cette évolution des travaux. Et la quasi-totalité de notre production qui a dû être analysée pour voir ce qu'on pouvait faire pour faire face à cette vague de hausse des coûts de travaux. Encore une fois, qui est moins à l'heure du jour, parce que même s'il y a les municipales, les carnets de commandes des entreprises vont pas massivement se remplir dans les prochaines semaines. Il y a d'autres questions? De toute façon, pendant que Fabrice et moi restons à votre disposition, évidemment, par email et téléphone. On est absolument joignable quand ça vous arrange, particulièrement en ce moment. On est à votre disposition si les questions vous viennent après cet appel téléphonique. S'il n'y a pas d'autres questions, à nouveau, je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté et bien évidemment, on souhaitait vous communiquer à tous à la fois un sentiment de confiance et de sérénité et puis notre amitié professionnelle pour tous ceux d'entre vous qu'on connaît personnellement et notre recommandation de rester évidemment en bonne santé, de prendre bien soin de vos proches et de vous-même.